S'enrichir, ou plutôt vous enrichir, c'est aussi le leitmotiv de Dr. Sales, notre redoutable expert de la science commerciale. De son vrai nom, Laurent De Smet, Dr. Sales vous offre une consultation gratuite pour doper vos ventes et augmenter sérieusement votre chiffre d'affaires. Une séquence très enrichissante de Waliona Plus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Dr. Sales. J'ai une question à vous poser pour commencer aujourd'hui. Comment avez-vous appris à vendre? Eh bien, comme la plupart d'entre nous, vous n'avez pas appris à vendre dans des livres et pourtant, il y en a de très bons qui provoquent des prises de conscience incroyables. Vous n'avez pas non plus appris à vendre dans des formations. Et c'est difficile à dire pour moi, je suis formateur commercial et il y a d'excellentes formations qui vous transportent, vous éclairent et vous mettent en main des techniques incroyables. Et vous n'avez pas appris à vendre en regardant d'autres faire le job. Et pourtant, il y a des modèles de vendeurs super inspirants. Mais vous avez appris à vendre en pratiquant vous-même. Un jour, un directeur commercial m'a demandé à brûle-pourpoint quel était le retour sur investissement, le fameux ROI de mes formations. Pensant me mettre mal à l'aise, il m'a posé cette question qui circulait en attendant que je me débrouille. Et je lui ai répondu de façon très simple. Je lui ai dit, écoutez, c'est très simple, quel ROI vous avez besoin? Vous voulez un retour sur investissement de combien? Et là-dessus, très intrigué par ma réponse, il m'a dit, je ne sais pas moi, 10% d'augmentation des ventes sur un an. Je dis, OK, vous voulez donc un retour sur investissement de 10% des ventes sur un an? OK, je pourrais m'y engager. Il me dit, ah, vous pourriez vous y engager? Vous n'êtes pas certain? Je dis, si, j'en suis certain, mais ça va demander un effort de votre part. Ça veut dire que non seulement on va faire la formation, mais qu'en plus, vous allez me donner des stock options et un poste de management dans votre entreprise. Parce qu'en fait, ce que vous me demandez de faire, c'est d'obliger vos commerciaux à passer à la pratique de ce que je vais leur enseigner. Et ça, croyez-moi, cher monsieur, c'est pas juste mon travail, c'est surtout et aussi le vôtre. Et oui, la pratique est discriminante. Pour monter en expertise, il va vous falloir pratiquer et donc vous entraîner. Vous pouvez lire autant de livres que souhaitez, vous pouvez assister à autant de séminaires, de formations, de webinaires, ingurgiter autant de tutoriaux. Si vous ne pratiquez pas, vous ne progresserez pas. Bruce Lee a dit ceci, le bois ne rend pas les coups et vous avez besoin de vous mettre en pratique pour pouvoir effectivement essayer les pratiques, les techniques et les prises de conscience que vous avez faites. Attention! Cela dit, la pratique, ce n'est pas simplement et seulement le terrain qui va le faire toute seule. Je ne veux plus avoir de cette espèce de mythe de la formation sur le tas qui finit en général invariablement par de la déformation sur le tas. Non, l'entraînement précis et efficace se pratique avec une réelle intention de programmer. Et c'est en ça que je voudrais vous parler de quelque chose de fondamental qui est la pratique versus la pratique délibérée. Qu'est-ce que c'est que de la pratique délibérée ? Alors d'abord, à la base, dans son livre Outliers, hors normes, dans lequel Malcolm Gladwell essaie de percer les mystères qui ont fondé les grandes réussites, eh bien, il finit par arriver à la conclusion qu'un des éléments discriminants, c'est 10 000 heures de pratique pour arriver à de l'expertise. Si on ajoute 10 000 heures de pratique en moyenne avec de la chance et un peu de talent, on arrive en général à expliquer pourquoi de grands génies de la musique ou des affaires sont devenus ce qu'ils sont. Pour lui, c'est la pratique qui est discriminante. Et c'est la pratique qui permet de transformer les compétences en performance. Et de fait, aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionnent nos neurones, on peut partiellement lui donner raison. Parce qu'en fait, plus un trajet neuronal est emprunté régulièrement, plus il se couvre d'une gaine de myélinine, ce qui lui permet d'augmenter sa rapidité et son efficacité. En clair, les circuits neuronaux les plus empruntés deviennent un peu plus rapides, un peu plus efficaces, donc plus musclés. Mais dans un autre ouvrage, Anders Ericsson, dans l'ouvrage Peak, insiste, lui, de passer de la pratique générale à la pratique délibérée pour progresser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pratique délibérée? Eh bien, c'est une pratique basée sur des points précis et animée par la volonté consciente de vouloir s'améliorer. La pratique délibérée obéit à 4 conditions essentielles. D'abord, avant de commencer à pratiquer, il faut choisir ce qu'on veut améliorer. Ça veut dire être capable de découper, de séquencer et de pointer du doigt l'élément que vous voulez améliorer. La deuxième condition, c'est que cet apprentissage doit vous pousser un peu au-delà de votre zone de confort, que vous devez y vivre un vrai challenge, que cela doit effectivement aller un peu plus loin que vos habitudes. La troisième, c'est de vraiment avoir envie de prêter votre attention là-dessus, et donc d'être extrêmement concentré et de ne pas être distrait. Et la quatrième, qui est la plus essentielle selon moi, c'est d'en recevoir un feedback d'une façon ou d'une autre, avec de préférence des indicateurs qui vont vous marquer votre progrès.
Bruce Lee, pour le reciter, a dit ceci, et je trouve la phrase particulièrement bonne. Il a dit « Je ne crains pas un homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains celui qui a pratiqué 10 000 fois le même coup. » Et donc, vous pouvez appliquer la pratique délibérée à la vente en misant sur 3 éléments clés qui, je vous mets mes 2 mains à couper, vous feront progresser nettement en vente. Le premier ne va pas vous faire rire parce qu'en général, c'est toujours la soupe à la grimace quand je propose d'y passer en formation, mais c'est la mise en situation, la pratique régulière de jeu de rôle. Oui, j'entends bien, la mise en situation, eh bien, c'est simuler, c'est faire semblant, c'est faire comme si ça n'est pas vrai. Alors à tous ceux qui me rétorquent que ce n'est pas efficace parce que ce ne serait pas vrai ou réel, je vous demande de considérer 2 points. D'abord, tous les mammifères apprennent par le jeu. Les petits lions, les petits dauphins, tous les mammifères jouent avec leurs parents ou avec leurs confrères, leurs consoeurs pour apprendre les réflexes de fuite et de combat qui sont essentiels à leur survie. Et croyez-moi, quand le petit lionceau joue avec sa maman ne lui met pas des vrais coups de griffe, toute griffe dehors, coup de patte dehors. Okay, et pour autant, il apprend quand même à avoir les réflexes qui vont lui sauver la vie. Deuxième chose, la simulation, c'est un élément intrinsèque de notre apprentissage. Regardez ceci, imaginez que vous soyez sur le point de prendre un vol long courrier. Vous passez devant la cabine de pilotage, vous voyez que le nouveau pilote est très jeune, et vous voyez son copilote qui lui dit « Alors, tu as fait les 10 000 heures d'apprentissage sur simulateur, sur ce nouvel avion ?» Et là-dessus, le pilote lui répond « Ah non, tu sais, le simulateur, c'est un jeu vidéo, moi j'aime pas, c'est pas très naturel. Je préfère vraiment vivre les sensations de l'avion pour bien le comprendre. Eh bien, je suis désolé, mais quel que soit votre courage, moi, je descends de l'avion à ce moment-là. » La simulation, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour apprendre le réel. Alors attention, j'ai dit simulation, j'ai dit régulier. Et quand je dis régulier, j'insiste. Faire des jeux de rôle et faire des mises en situation, c'est pas attendre 3 ans, une formation pour pratiquer pendant 30 minutes ou 1 heure et puis plus rien. Non. Si vous voulez pratiquer de la mise en situation régulière, ça veut dire que c'est le même principe que la salle de sport. C'est la régularité et la fréquence qui feront des mises en situation un exercice ordinaire qui portera ses fruits. Et donc aujourd'hui, vous avez en plus l'opportunité non seulement de le faire en entreprise, en présentiel, mais vous pouvez le faire à distance. On peut organiser très facilement des sessions de mise en situation d'un écran à l'autre sans déplacer personne avec une énorme efficacité et c'est super important. Alors, si vous voulez mettre de la pratique de jeu de rôle dans votre entreprise, de mise en situation dans votre entreprise, vous avez quelques petites conditions à respecter et je vais vous les donner. La première chose, c'est qu'il faut absolument dédramatiser ceci. Ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un jugement. Tout le monde se prête au jeu avec bienveillance. On est là effectivement pour se planter, pour faire semblant, pour essayer de nouvelles choses. Donc, on doit donner aux gens du non-jugement et de la sécurité. Deuxième chose, pratiquer de la difficulté croissante. Ça ne sert à rien de mettre trop rapidement ceux qui jouent dans des difficultés. Commencez par des premières situations qui se passent bien, qui sont simples. Troisième chose, récompenser l'action et pas le résultat. Le but du jeu, c'est pas avoir réussi à faire une simulation qui vende, mais simplement avoir réussi à faire une simulation. C'est pas un concours. Le but du jeu, c'est renforcer positivement le fait que les gens jouent et prennent plaisir à jouer et se détendent. Et de là, effectivement, vous allez arriver au point le plus essentiel. Et le point le plus essentiel, c'est arriver à bien coacher. Alors, vous pourrez dire que le rôle du client ou le rôle du vendeur dans une mise en situation sont importantes, mais pour moi, le rôle le plus important, c'est celui qui va pratiquer le feedback. Parce que celui qui va réussir à donner du feedback bienveillant, à construire des prises de conscience constructives, sans jugement, a tout compris à son métier et permettra aux autres de progresser très, très rapidement. Deuxième point, l'accompagnement terrain. Encore une fois, je parle d'un accompagnement actif et dynamique. Okay, je parle d'un accompagnement qui vise à faire progresser les gens. Un commercial un jour m'a dit, un sourire en coin, il dit « Ah oui, mon directeur commercial m'accompagne 1 fois par an sur le terrain. Il fait ça très bien. Il occupe la place du mort toute la journée. » Ben non, je suis désolé, quand on accompagne un commercial sur le terrain, c'est pas juste pour rester assis à la place du mort, ne rien dire et faire de la présence. Quand on veut faire de la pratique délibérée en accompagnement, on accompagne son vendeur, son commercial, avec des intentions qui sont de pratiquer de l'amélioration. Ça veut dire qu'on prépare ça ensemble. On demande au vendeur quels sont les points qu'il a envie d'améliorer. On essaye de les regarder précisément dans chacun des entretiens qui est observé. On donne du feedback, on met des plans d'action, on trouve des indicateurs. Et vous pouvez faire ça avec d'autres gens que votre chef. Vous pouvez faire ça entre vous, entre collègues. C'est beaucoup plus drôle, c'est beaucoup moins jugeant et on peut en plus partager des bonnes recettes ensemble. Donc de grâce, pratiquez de la vente en tandem, pratiquez simplement des ventes à 2 ou observez-vous les uns les autres. C'est très très riche. Troisième et dernier élément pour bien progresser et bien faire de la pratique délibérée, l'auto-débriefing.
Qu'est-ce que c'est que l'autodébriefing? Eh bien, si vous avez un commercial qui est habitué à s'entraîner, qui est habitué à faire des mises en situation, qui est habitué à recevoir du feedback constructif du terrain, eh bien, il finira à un moment donné ou à un autre par acquérir cette fantastique capacité à s'auto-évaluer et à se challenger lui-même sur les choses qu'il détecte comme étant pas encore tout à fait maîtrisées. En conclusion, la mise en place d'un plan de pratique délibéré sur l'amélioration de la compétence commerciale va permettre à vos équipes de changer la donne, de réaliser des améliorations visibles et de récupérer à terme une motivation inépuisable. Alors, quand est-ce que vous vous y mettez? N'oubliez pas ceci, Georges Brassens chantait que le talent sans travail n'est qu'une vilaine manie.